depuis quelques années, ça bouillonne pas mal en Wallonie et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les infrastructures et les structures d'accueil qui sont mises en place sont vraiment une chouette opportunité pour les entrepreneurs. Alors moi, pour me présenter en 2 mots, je m'appelle Philippe. Je suis, comme il l'a dit, ingénieur et désolé. J'ai fait mes études à l'UCL, oui, je suis désolé aussi, c'était pas à Liège. Et en fait, je suis ingénieur en construction au départ. Donc pas grand-chose à voir avec les startups dans lesquelles j'ai eu l'occasion de bosser. Et j'ai eu la possibilité, la chance de participer dans 3 startups, une que j'avais rejointe avant qu'elle soit vendue, et puis 2 que j'ai créées, développées avec des associés, puis revendues également. Et ce que j'avais envie de faire ce soir, c'est de vous présenter un petit peu ce parcours, mais surtout avec les enseignements que j'en ai tirés. Je crois que c'est pas tellement intéressant que je vous décrive chaque boîte en particulier, c'est pas ça le but. Mais ce que j'y ai appris et peut-être vous inspirer de cette manière-là dans ce beau monde de l'entrepreneuriat. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ce ne soit pas uniquement dans un sens, que ce soit un peu interactif. Et pour que ce soit interactif, ce serait bien que vous loguiez avec votre smartphone sur le réseau Wi-Fi de la salle. Alors le nom du réseau, c'est ULG Secure. Vous avez le user ID et le password qui sont là. Donc je vous laisse vite quelques secondes pour vous loguer dessus. Alors pendant ces quelques secondes, avant de parler start-up, j'aimerais bien vous parler d'abord d'une notion autre, qui est la notion d'entrepreneur. Et pour ça, je vais d'abord vous adresser une petite question. Est-ce que tout le monde a pu se loguer déjà? Bon, non? Hop, on revient sur le... Peut-être que quand on se logue à 100 en un coup, c'est un peu compliqué pour le système. Donc... Comment? C'est non fiable, c'est tellement... C'est l'ULG, hein. C'est une blague. Mais c'est bien, ça fait rire, donc c'est important. Est-ce que tout le monde a pu se connecter sur le réseau? Je peux passer au slide suivant? Non? Tadam, tadam. Un participant connecté. 2 participants connectés. Je vous attends nombreux. Hein. Vous êtes, à mon avis, entre 80 et 90, là, donc je devrais avoir 80 à 90 participants connectés. Donc vous allez voir sur votre écran la question qui va apparaître. C'est une question ouverte, donc vous pouvez mettre un mot. Allez-y, lâchez-vous. Ne mettez pas... Non, c'est bien. On continue. On continue, allez-y. On peut en mettre qu'un, ouais. Il y a 44 réponses pour le moment. Je ne sais plus combien de personnes étaient inscrites, mais 55. Ouais, je vous donne encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On peut appuyer sur la barre d'espace. Voilà. On peut pivoter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qui ressort fortement: liberté, risque et audace. Personnellement, je crois que c'est un bon résumé. Maintenant, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est ma notion d'entrepreneur qui n'engage que moi. Donc, vous l'adoptez ou vous l'adoptez pas, mais c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Mais en tout cas, c'est liberté, risque et audace apparaissent dedans. Et en fait, pour moi, un entrepreneur, on associe souvent l'entrepreneur à celui qui a créé sa boîte. Et moi, je crois qu'il y a moyen d'être entrepreneur autrement qu'en créant sa boîte aussi. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, dans sa manière de fonctionner, il prend son destin en main. C'est-à-dire que ce n'est pas un suiveur, c'est quelqu'un qui a envie dans une direction donnée, donc ce n'est pas nécessairement dans tous les domaines, mais dans un domaine donné, de se prendre en charge et de dire, moi, je vais me tracer mon chemin dans cette direction-là, qui va donner les moyens d'arriver à ses fins, donc il aura un objectif, il va donner les moyens d'arriver à ses fins, et qui va prendre des risques, et en général, qui va innover. Souvent, les entrepreneurs, en tout cas dans les technos où moi je suis, c'est des gens qui viennent avec une nouvelle manière de faire les choses, ils innovent, et certains d'entre eux vont peut-être créer leur entreprise. Mais il y a des gens qui, dans
dans le ludique, qui peuvent faire quelque chose dans le social, qui peuvent faire quelque chose dans leur quartier, et qui sont pour moi tout aussi entrepreneurs que celui qui a créé sa boîte et qui a fait un beau chiffre d'affaires et qui a fait un bel exit. Donc il y a moyen d'être entrepreneur à différents niveaux. Et l'entreprise, en général l'entrepreneur qui est dans une entreprise, on remarque souvent que dans sa vie, avant d'être entrepreneur, il était déjà entrepreneur dans pas mal d'autres choses. À l'école, à l'UNIF, il faisait plein de trucs, il était dans les cercles, il organisait les événements et autres. Et donc on sent que c'est quelque chose qui en général est déjà un peu dans ses tripes au départ. Alors, je disais du rêve à la réalité. La bonne nouvelle, c'est que je crois ici que tout le monde a, ou en tout cas ceux qui ne l'ont pas encore fait, un rêve qui est d'être entrepreneur, sinon vous ne seriez probablement pas ici. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour devenir entrepreneur, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est votre décision personnelle. Il n'y a personne d'autre qui doit vous guider ou autre, si des gens peuvent vous guider, mais c'est votre seule responsabilité d'un jour vous dire « je franchis le pas et je me lance ». Alors, ça fait à la fois peur parce que tout vous repose sur vos épaules, mais c'est une grande force parce que vous dépendez de personne d'autre. Et donc, ça c'est pour moi quelque chose d'important à savoir. Donc tous ceux qui sont ici, je vois beaucoup de jeunes dans le fond de la salle, eh ben, c'est dans votre trip que ça doit se passer. Et pour moi, être entrepreneur dans le sens entreprise, c'est avant tout un état d'esprit. Comme j'ai dit, c'est dans les tripes, c'est dans sa tête, c'est quelque chose qu'on a en tête en permanence. Et même si le but n'est pas de se lancer nécessairement demain, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, on le fait au rythme qu'on veut. Mais ce que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que dans leur tête, ils sont en permanence un peu en veille, en train de regarder ce qui se passe. Ils lisent beaucoup. Quand ils sont à l'étranger, ils regardent, tiens, ici on fonctionne de cette manière-là, alors que chez nous c'est pas la même chose, tiens, c'est pas mal, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire chez nous aussi? Et donc ils sont toujours l'esprit qui tourne comme ça et qui réfléchit, qui note, et pour se donner de bonnes idées pour après coup. Ce qui est important aussi, c'est si on a envie de devenir entrepreneur et qu'on veut que ce rêve devienne un jour une réalité, il faut garder ce rêve à l'esprit. Et donc, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient envie de devenir entrepreneurs, mais c'était tous les 6 mois, ils réfléchissaient pendant 2 jours à un projet, ils étaient excités comme des puces, et puis après ça, hop, ça retombait, et on attendait 6 mois pour réfléchir. Je crois que c'est pas comme ça qu'on y arrive, il faut vraiment que ce soit quelque chose de permanent, on y réfléchit, on y pense, et on se dit l'opportunité quand elle est là. Et puis il faut assembler les briques. On a tous des capacités, on a tous appris des choses, il y a des choses qui nous manquent, on peut essayer d'assembler ces briques. Moi, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai fait donc ingénieur en construction, mais quand j'ai réfléchi à faire la construction, j'hésitais entre l'informatique et la construction. Alors j'ai suivi des cours pendant 1 mois dans les deux spécialités, et puis j'ai choisi la construction de manière totalement subjective, parce que je voyais que les gens étaient plus sympas, et que c'était un peu plus pratique. Voilà. C'est la seule raison qui m'a fait choisir construction plutôt que l'informatique. J'ai beaucoup aimé, mais après coup, quand j'ai continué à avancer dans mes licences, on ne parlait pas de master à l'époque, mais de licence, j'ai commencé à avoir envie de créer des boîtes, et je me suis rendu compte que l'informatique aurait été mieux. Et voilà, j'étais dans la construction. Alors je suis sorti du NIF, j'ai commencé à travailler dans une boîte de construction, et puis j'ai un pote qui m'a appelé un jour en disant « Tiens, je sais que tu veux faire l'informatique dans ma boîte qui s'appelle Euroclear, qui est une boîte à Bruxelles. On engage 30 universitaires pour la division informatique, et avec 3 mois de formation prévus au départ avant de se lancer. » Et donc voilà, j'ai postulé là, je suis rentré là, et donc je me suis rajouté ma brique informatique en faisant ce parcours-là. Je travaillais chez Euroclear, super intéressant, j'ai appris plein de trucs, j'ai développé, j'ai programmé, j'ai géré des projets, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore une brique importante qui me manquait pour lancer une boîte, c'était qu'au niveau gestion, je n'avais absolument aucune compétence. Je ne savais pas ce que c'était un bilan, je ne savais pas comment on pouvait regarder la santé d'une boîte et tout. Et donc, en face d'Euroclear, il y avait une école qui s'appelle HEC Saint-Louis, qui c'est l'ICHEC maintenant, et qui proposait une licence en gestion financière. Et je me suis dit, tant que je suis ici, je fais l'informatique, je fais la licence en gestion, et puis je rajoute ça à mon arc pour savoir un peu comment une boîte peut fonctionner. Donc ça a été les 3 points importants pour moi dans tout le processus avant de me lancer. Et puis pour que ça devienne une réalité, il y a différentes manières de le faire. Il y a le premier que j'appelle prendre la balle au bond, c'est l'occasion que moi j'ai eue, c'est qu'un jour, un de mes amis qui avait créé sa boîte m'a appelé en disant qu'il avait créé sa start-up. Et il m'a appelé, il m'a dit « Philippe, la boîte grandit, je sais que tu aimes les startups, je sais que tu as envie de te lancer là-dedans, on cherche un gars pour nous rejoindre, pour gérer l'équipe de gestion, est-ce que tu veux pas faire le saut et nous rejoindre ?» Alors moi j'ai trouvé que c'était la meilleure nouvelle que je pouvais apprendre, j'ai largué Euroclear, j'ai largué mon beau salaire et autres, et je me suis retrouvé dans une start-up, et je les ai accompagnés. Ça c'est une manière de démarrer,
qui est relativement soft, vu que je n'ai pas dû investir moi-même, je n'ai pas dû créer ma boîte moi-même, et je suis arrivé chez eux. D'autres solutions, les structures d'accompagnement, mais je crois qu'on va en parler beaucoup ce soir. Vous avez la chance par rapport à moi il y a 20 ans, parce que je suis bien un vieux entrepreneur, c'est qu'il y a plein de structures qui sont là pour vous aider. Toutes ces problématiques de financement, des problèmes légaux, les problèmes techniques et autres, vous avez des gens qui sont là, qui vous attendent, qui vous tendent la main et qui sont là pour vous aider. Donc moi, je vous encourage à profiter de ça un maximum, parce que c'est vraiment une aubaine par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, où on fonctionnait plus comme le troisième, là, en aventurier, dans son garage ou dans son grenier. On tentait un truc, et avec un peu de chance, ça marchait, et avec un peu de chance, ça ne marchait pas, ou pas de chance, ça ne marchait pas, et personne n'entendait jamais parler. Donc voilà, il y a d'autres moyens de se lancer, de faire de son rêve une réalité, mais ici, c'est en tout cas trois solutions, et moi, comme je vous disais, c'est prendre la balle au bon qui a été ma chance de démarrer dans ce secteur-là. Alors, le parcours que j'ai eu, je vais vous le décrire rapidement, parce que je l'utilise après dans d'autres slides. La première, c'est, en fait, les trois boîtes dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, qui s'appellent Neosys, la première, Euremis, la deuxième, Agilis, la troisième. Donc vous verrez qu'il y a toujours du IS à la fin de nos boîtes. Et bien, c'est chaque fois, on a pris une nouvelle techno qui venait sur le marché, et on s'est dit, tiens, est-ce que cette techno, on y croit? Oui, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans le business? Et donc, la boîte que j'ai rejointe dans le web au début, qui s'appelait Neosys, eh ben, les deux copains qui l'avaient créé, eux, ils s'étaient dit, tiens, Internet, ça a l'air pas mal. C'était en 96. Un Belge sur deux ne savait pas ce que voulait dire Internet. Et ils ont parié sur Internet. Alors, force est de constater par après que ce n'était pas complètement une mauvaise idée, mais ça aurait pu être une mauvaise idée. Il y a d'autres technos qui sont arrivés qui n'ont jamais franchi le cap et de devenir un succès. Et donc, cette boîte-là qui développait des sites Internet, je les ai rejoints, et j'étais à peine chez eux qu'une boîte les a contactés, c'était les années 2000, c'était l'âge d'or de l'Internet, et leur a proposé de les racheter. Et donc, je suis resté 3 mois dans cette boîte, en fait. On a été rachetés. Pour la petite histoire, time is very important. Ils ont été achetés le 10 septembre, et le 25 septembre, la bulle Internet pétait. Et donc, c'est ce qu'on appelle le perfect timing pour eux. Moi, j'étais pas actionnaire, donc moi, le timing était moins important. Et puis, on a quitté cette boîte. En 2000, un nouveau venu sur l'ère de la technologie, les PDA. Je ne sais pas si vous vous rappelez des PDA, les Palm, les Pocket PC et autres. Quand Microsoft a sorti son Pocket PC, qui est à gauche, on s'est dit, tiens... Donc, très heureux de voir que la réponse 3 est celle qui sort le plus. Non pas parce que c'est bien d'avoir des gens qui veulent faire plus que des gens qui ont fait, mais ça veut dire que c'est le bon public ici. Donc il y a combien 22 personnes, 23 maintenant, qui n'ont pas encore créé leur boîte. On en a 11 qui n'ont pas créé et qui visiblement ne sont pas dans l'attente de créer. Et puis on en a 21 qui ont déjà fait leur boîte. 21, 23, ça commence à s'équilibrer. Voilà, très bien, ça me donne une bonne idée de qui vous êtes. Merci. Alors, comme il y en a qui ont déjà créé leur boîte, peut-être j'espère qu'ils vont être d'accord avec les constats que moi j'ai fait dans ces 3 entreprises. Le premier constat qui est important quand on est entrepreneur, c'est qu'en général on a une idée, et qu'au final ce qu'on fait n'est souvent, en tout cas dans les technos, assez loin de l'idée de départ qu'on avait. Et pourquoi? Parce que les choses ne se passent pas exactement comme prévu, en général ça ne se passe même jamais comme prévu, et on sort un produit, et je vais prendre un exemple tout simple, c'était ma deuxième boîte, Euremis. On a lancé cette boîte en disant on va créer des applications sur PDA, et on avait identifié 3 secteurs, le transport, les assurances et le médical, où on se disait il y a plein de gens qui sont en mobilité, on va faire une application dans un de ces 3 secteurs-là, et on va étudier ces secteurs-là. Et on s'était dit aussi qu'on ne ferait pas de CRM, parce qu'à l'époque, il y avait plein de CRM qui naissaient partout. Et au final, on a fait un CRM dans la distribution. Donc, absolument rien à voir. Et c'est ça qui est dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on ne sait jamais très bien vers où on va, mais on sait qu'on y va. Ça, c'est le plus important. Deuxième point, King Market, c'est le nom d'une enseigne de la distribution, donc ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire qu'on se rend compte très vite que même si, quand on est entrepreneur, on a envie d'être libre, qu'on n'a pas de boss, on a quand même un gros boss, c'est le marché. C'est le marché qui est roi. Il y a une roquette. C'est le marché qui est roi et c'est le marché qui vous dirige. Et qui nécessite une très très grande flexibilité, c'est ce que je représente ici. C'est-à-dire qu'il faut en permanence être capable de rebondir, de changer de direction, de suivre les tendances que le marché demande, et pas uniquement ce qu'on croit.
Et il faut être humble d'admettre de temps en temps que ce qu'on a dans la tête n'est pas tout à fait la réalité des choses. Et alors le dernier point qui est super important, c'est que la barrière ou la limite entre le succès et l'échec dans les startups techno, c'est vraiment une limite très très ténue. Et on est en permanence en tant que funambule, avec un pied à gauche, un pied à droite. C'est très inconfortable, mais ça fait partie de la vie et il ne faut pas être inquiet à cause de ça. C'est le cas pour toutes les startups qui démarrent dans le monde des technos. Et puis à un moment, hop, on donne le coup du bon côté et c'est vers le succès qu'on s'en va. Mais donc, c'est une réalité et c'est important de le savoir. Et alors un dernier, mais qui allait prendre toute la place du slide, c'est super fun. Donc je vous le dis juste, je ne l'ai pas écrit, c'est super fun, c'est très très gai d'avoir sa start-up, c'est très gai d'avoir grandir, il faut fêter les réussites et les victoires, et de temps en temps, il y a des échecs et on passe outre et on fait en sorte que ça aille mieux le lendemain. Alors, quelques trucs et astuces que moi j'ai ressortis de ces trois startups. Le premier, et qui pour moi le point primordial dans toutes les startups, c'est faites au départ, avant de démarrer quoi que ce soit, assurez-vous que vous avez les bonnes personnes comme associées autour de la table. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de trouver les bonnes personnes. Mais c'est cette équipe-là qui va être la base du projet et qui va faire que le projet va être un succès. Et c'est même plus important que le projet. Donc il vaut mieux avoir une bonne équipe. On dit souvent qu'il vaut mieux une équipe A avec un projet B qu'une équipe B avec un projet A. Parce que l'équipe A avec ce projet B, même si son projet n'est que B, ils vont en faire du A un jour parce qu'ils sont capables de le faire. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et qu'est-ce qui est important dans cette équipe? Il y a deux choses qui sont primordiales. Que ce soit des gens capables de bosser ensemble et qui ont plaisir de bosser ensemble. Et deuxièmement, qu'il y ait des profils complémentaires. On n'a pas besoin de deux CTO pour démarrer une start-up. On n'a pas besoin de deux directeurs commerciaux pour démarrer une start-up. Et si vous le faites, ils vont se taper sur la tronche. Parce qu'ils auront chacun des vues différentes. Donc c'est très difficile à gérer. Donc faites en sorte d'avoir à côté de vous des gens qui complètent les compétences que vous n'avez pas. Ça c'est important. Donc pour moi, une start-up, premier point, l'équipe. Deuxième point, beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai une super idée, je vais pas... c'est super important, mon idée elle est géniale. Hein ». En fait, l'idée, c'est la petite ampoule là, ce n'est que 3-4% du projet. Tout le reste qui va faire le succès de votre projet, ce n'est pas l'idée de départ, c'est l'implémentation que vous allez en faire. Et l'implémentation, c'est pas que du technique, donc c'est pas qu'une app ou un produit fini, c'est l'implémentation technique, c'est l'implémentation marketing, en ciblant la bonne cible, qui sont les clients, comment est-ce qu'ils vont acheter mon produit, comment est-ce que je vais les toucher, et le positionnement au niveau commercial. À quel prix je vais le mettre, et tout ça il faut tester. C'est un long travail, c'est un très chouette travail, mais c'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui vont faire que votre startup va être un succès. Et donc, l'idée, 3-4% de l'histoire, tout le reste, 97% qui reste, c'est la mise en œuvre. Troisième point, le focus. J'ai, moi, une conviction, parce que j'ai vu beaucoup de cas. Si le management, si les associés dans une entreprise ne sont pas 100% sur leur projet, en général, ça se plante. Et j'entends souvent des gens qui disent « Ouais, je vais démarrer le projet, mais quand même, je vais quand même rester encore 2 jours, semaine consultant, comme ça j'ai quand même des rentrées et je suis confortable. » C'est vrai, c'est super confortable, mais pour moi, c'est la meilleure solution pour planter votre boîte. Pourquoi? Parce que si une boîte pouvait se faire en 3 jours, semaine, ben, probablement qu'elle existerait déjà. Et surtout, quand vous allez rencontrer des tuiles, et on rencontre des tuiles régulièrement dans le monde, dans ce secteur-là, 5 minutes, quand on rencontre une tuile, eh ben, le problème qu'on va avoir, c'est que c'est tellement confortable de se dire « Ah bah oui, ouais, ce projet est quand même compliqué, hein. Allez, je vais retourner comme faire mon rôle de consultant. » Voilà, c'est simple, c'est facile, et on abandonne le projet. Mettez-vous dans la même situation où vous n'avez pas votre rôle de consultant à côté, vous êtes de face à votre tuile, vous allez passer à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, vous allez trouver une solution, mais vous allez réussir à la franchir, et vous allez faire que votre projet sera un succès par après. Donc, s'il vous plaît, ne démarrez pas une boîte en ayant une activité à côté, c'est vraiment le meilleur gage pour que ça se passe pas très bien. Point suivant, ici vous voyez quelqu'un qui parle à beaucoup de gens, parlez de votre projet, un max. Oubliez le truc, ouais, si je le dis, il va piquer mon idée, il va le faire à ma place. Si un gars à qui vous parlez de votre projet, auquel vous réfléchissez déjà depuis des mois, est capable de le faire plus vite que vous, il vaut mieux le savoir. Voilà. Laissez-le faire, et il y a de toute façon place pour plusieurs. Donc c'est jamais très 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 grave, mais en général, quand vous parlez de vos projets comme ça à votre cercle d'amis, les gens que vous connaissez, souvent il n'y a personne là-dedans qui est vraiment impliqué dans ce type d'activité, mais eux, ils ont un cercle d'amis où il y a des gens qui sont dedans. Et profitez de ces gens-là pour aller les voir, comprendre ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché,
Donc parlez le plus possible de son projet. Ici, au milieu, là, le petit bonhomme avec sa checkbox, n'hésitez pas à faire appel à des experts. Vous êtes entrepreneur, vous avez le truc dans les tripes, il y a des choses dans lesquelles vous êtes bon et il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon. Les choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon, n'hésitez pas à aller chercher des experts pour vous aider, des consultants et autres. Ça paraît cher au début. Oui, c'est vrai, quand on va payer un gars 600 € la journée et qu'on vient de créer sa boîte, c'est dur. Mais quand on sait que si on ne va pas le voir, on va passer 2 mois à essayer de faire ce que le gars sait déjà de nous expliquer en une demi-journée, ben en général, le calcul est vite fait. Donc n'hésitez pas. Et je parle de ces experts qui seront des externes, ou bien je parle des experts que vous avez dans les infrastructures ou les structures d'accompagnement. Et alors, le dernier point, il paraît un peu bizarre, mais si vous êtes en couple, votre compagne ou votre compagnon, c'est hyper important que votre compagne ou votre compagnon soit supportif de votre projet. Pas qu'il soit impliqué dedans, ni rien, mais que quand vous rentrez le soir après une journée qui était dure, vous ne prenez pas le coup de marteau de ben, ça fait 3 ans que je te dis que ce projet c'est de la merde, et qui va vous tuer complètement. Donc, avoir quelqu'un qui vous soutient à la maison, ça paraît ridicule, mais c'est énorme. Moi, j'ai eu ça pendant toutes mes années, et je vous assure que c'est grâce à ça que j'ai tenu le coup, à certains moments. Non. Alors, 2 bibles, Lean Startup, je ne vais pas vous le décrire, parce que je crois que tout le monde le connaît. C'est vraiment une bible pour créer votre boîte. Et alors, nous, on a beaucoup utilisé chez MyShopee la méthode Scrum pour tout ce qui est agilité, qui a été aussi une bible pour nous, et qui nous a permis d'avancer beaucoup plus vite sur le marché que ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Ceux qui veulent se lancer, donc il y en a pas mal. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui de lancer votre start-up? Alors j'ai mis rien, j'y vais. 2, l'avis négatif de proches. 3, la peur de ne pas réussir. 4, le manque de moyens financiers. Et puis j'ai mis d'autres raisons parce que je ne veux pas tous les mettre au tableau. J'aime déjà beaucoup le rien, j'y vais. Très heureux de voir que l'avis négatif des proches n'a pas tellement d'impact sur vous, parce que c'est souvent quelque chose qui freine beaucoup les gens. Et il ne faut pas écouter les proches, sauf quand ils sont positifs. C'est pas eux qui vont le faire, donc c'est vous qui devez le faire. La peur de ne pas réussir, qui vient plus ou moins à égalité avec le manque de moyens financiers, c'est 2 causes très fréquentes. Et vous devez réfléchir au niveau des manques de moyens financiers. Est-ce que vous avez vraiment besoin de beaucoup de moyens pour démarrer? On se rend compte qu'il y a souvent moyen de faire un MVP à très très moindre coût et qui permet d'être très très vite testé sur le marché, et vous devez en profiter. Donc essayez de trouver une parade pour ça. Et s'il faut, d'aller chercher peut-être des fonds chez vos proches, un parent ou autre, avec qui vous trouvez un deal. Mais n'allez pas trop vite, trop vite. Cherchez des business angels et autres, parce que j'estime que ceux-là, ils ont la place dans votre boîte quand vous avez quelque chose qui tourne déjà un peu, sinon ils vont vous manger tout cru. La peur de ne pas réussir, ça c'est quelque chose de tout à fait normal, mais vous devez vous dire que vous avez la tête bien faite, vous avez déjà fait vos études, vous avez fait d'autres choses, d'autres projets, et donc il n'y a pas de raison que ce projet-là ne réussisse pas non plus. Voilà. Alors moi aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai quitté ma boîte, j'ai pris une année sabbatique, qui était très très sympa. J'ai eu l'occasion pendant cette année sabbatique de participer et d'être cofondateur de Bicentral, que vous avez peut-être entendu parler. Ouais, je vais terminer là. Je suis actionnaire et membre du CA chez WooClap, et c'est la première fois ce soir que j'utilise WooClap, donc je vous remercie pour l'utilisation de WooClap. Et je suis avec mon associé historique à la recherche d'une nouvelle start-up, et on a envie de démarrer dans les fintech, donc on fait pour le moment les salons fintech pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce marché, parce qu'on ne connaît que dalle, mais qu'on a bien envie d'y connaître un jour quelque chose. J'ai aussi pendant cette année vu beaucoup d'entrepreneurs qui venaient me présenter leurs projets de manière totalement informelle. Je fais ça avec plaisir, à titre gratuit. Et donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de parler de leurs projets, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie pour vos attentions.